suis Mélodie Cisinski, je suis française, parisienne, je vis à Auckland. Je suis à plein temps storyboardeuse à Pixar. Depuis peu, je suis lead storyboardeuse à Pixar. J'ai été embauchée sur Incredibles 2 et maintenant je travaille sur un show un peu particulier qui est incroyable, mais je ne peux pas en parler. Et puis, j'ai fait Les Gobelins et je suis passionnée de bande dessinée depuis toute petite. Pour être franche, je pense que j'ai fait de l'animation dans le but de m'améliorer en BD. Donc vraiment, pour moi, la BD, c'est mon langage premier. Mais via l'animation, j'ai découvert le cinéma. Je suis tombée amoureuse du cinéma également. Et puis, j'adore l'histoire. Voilà, en parallèle, voilà, si j'avais pas été dans l'animation, j'aurais fait certainement de l'histoire comme métier, quoi. Alors, j'adore l'histoire, donc ça, c'est une première clé de compréhension. Et la seconde, c'est que j'adore la littérature russe. Donc, vous me voyez venir. En fait, j'ai été vraiment. Je suis fascinée par aussi le cinéma de cette époque russe, hein, Eisenstein notamment. Voilà, tout ce qui est expressionnisme allemand, enfin, tous ces trucs-là des pays de l'Est, un peu, voilà. Et puis le constructivisme russe, enfin, j'ai fait voilà, de l'histoire contemporaine. Donc il y a quelque chose qui m'a titillé graphiquement, mais également l'ambiance qu'il y a dans les livres de Dostoïevski est complètement, m'a toujours complètement pris aux tripes. Et retranscrire cette ambiance assez noire, assez sans merci, on va dire, sans, assez dure, quoi. Et en même temps, il y a quelque chose aussi, quand je lis les Dostoïevski, je comprends l'histoire d'aujourd'hui, enfin, je comprends le moment qu'on vit aujourd'hui, notamment le livre Les démons. Que j'ai lu plusieurs fois et qui, pour moi, explique les origines du terrorisme actuel. Et je trouvais que explorer donc l'histoire et donc la première révolution russe expliquait beaucoup de notre époque puisque tout commence là finalement. Tout s'arrête là, c'est-à-dire le monde d'avant, et tout commence là, le monde d'après, quoi. À force de regarder, d'étudier un peu l'histoire de ce coin-là, et puis en fait, je cherchais. Au début, j'avais monté une histoire entre un anarchiste cosaque et une princesse tsariste, un peu par hasard. Et puis, au bout d'un moment, en consultant disons un collègue, j'ai compris que, il me fallait un vrai antagoniste. Et donc, j'ai cherché qu'est-ce qui s'est passé à cette période. Et je me suis aperçue que les bolcheviks, en fait, s'étaient servis des anarchistes et les avaient détruits ensuite. Et j'ai trouvé que c'était une abomination et qu'en plus, ça m'a choqué que je l'apprenne bien plus tard que dans les livres d'histoire de mon école. Et je me suis dit, mais c'est quand même très étrange de dire les communistes et les anarchistes, c'est tous les mêmes. Et c'est ça qu'on apprend à l'école, alors que finalement, ça n'a rien à voir. Ah non, c'est sûr que non. Non, non, je suis violemment anti-bolchevique dans le sens voilà, historique du terme et je ne suis pas non plus anarchiste, sinon je ne vivrais pas là où je vis et tout. Mais par contre, je pense que l'histoire de l'anarchisme, c'est un peu le trou noir absolu de notre histoire. Et qu'il y a ça, il y a aussi l'histoire de l'énergie de Jean-Marc Jancovici, vous savez, l'ingénieur. Pour moi, c'est deux choses à mon avis, hein, à mon petit niveau minable d'historienne amateur, mais je pense que l'histoire de l'anarchisme, c'est vraiment un trou noir. C'est-à-dire que ne pas l'étudier, c'est pas étudier l'histoire. C'est bien d'étudier. Moi, j'adore étudier la géopolitique avec les leaders et tout, mais
Là, j'adore, je suis sur la guerre du Péloponnèse, donc vraiment, on ne peut pas faire plus haut en termes de leader, d'histoire d'après les leaders, quoi. Mais l'histoire de l'anarchisme explique aussi beaucoup plus de points de vue sur ce qui s'est passé, parce que ce n'est pas le point de vue des gagnants. Et puis, voilà, et l'histoire de l'énergie également, c'est-à-dire, ben, des fois, on se raconte des belles histoires pour se rendre légitime de conquérir un territoire, mais il n'y a pas ce côté, ben, en fait, les gens font ça parce qu'ils ont juste besoin d'énergie ou d'esclaves. Et je pense que voilà, ça m'aide un peu à globalement comprendre tout ça, et c'est pour ça que j'ai cherché à vraiment explorer un peu tous les coins, quoi. Je suis pas une historienne rigoureuse dans le sens. Je pense que je n'ai pas voulu trahir les logiques. J'espère ne pas les avoir trahies. Par contre, effectivement, j'ai des petites libertés sur les détails. Voilà, les personnages sont assez goofy, ils sont cartoonesques. Moi, mon but, c'est de partir de l'histoire et après de faire un peu ce que je veux, d'expliquer les choses à ma manière, c'est-à-dire le golem géant qui incarne la nature finalement, qui reprend ses droits. C'est quelque chose ou les dieux qui reprennent leurs droits selon. Bon, bah, j'allais pas m'empêcher de le faire. Je pense que c'est très cinématographique et je pense que ouais, c'est un peu mon style à moi, c'est-à-dire mélanger quelque chose de très réaliste et ne pas hésiter à partir ailleurs. Je pense que ça vient de mes lectures de manga. Quand on lit Bouddha de Tezuka, vous savez, c'est quand même l'histoire de Bouddha, mais il a inventé la moitié des personnages. Mais il trahit pas le message. Je veux dire, je trouve, moi, c'est mon manga préféré. Il trahit pas le message, quoi. Donc, moi, c'est un peu ça, je me permets. J'ai cherché quand même des noms de personnages qui existent. J'ai cherché un personnage qui corresponde à ce général, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc, bon, bah, j'ai pris lui, mais évidemment, ça ne marche pas des masses. Mais bon, c'est au moins, c'est un nom qui existe, quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu, j'avoue que c'est un peu limite. En tant qu'historien, vous devez être un peu, trouver sa limite. Mais ben, j'ai pas été d'une très grande rigueur. J'ai pas lu beaucoup de livres. J'ai beaucoup regardé de documentaires un peu approfondis. J'ai beaucoup lu Wikipédia. J'ai été quand même pas mal. Mais non, j'ai pas vraiment étudié très profondément, à part des bouquins un peu généralistes, quoi. Mais j'ai pas genre acheté un truc spécifique. Là, par exemple, je suis sur un projet sur la guerre du Péloponnèse. Bon, là, je vais vous dire, j'ai tout étudié. Ça rigole plus du tout. J'ai tout lu Jean-Pierre Vernant, j'ai tout lu Romini, j'ai bien sûr lu Hérodote et Thucydide. Plutarque, j'ai acheté tout Aristote et Platon. Donc voilà, c'est pas le même délire. Je pense que j'étais un peu plus light et que là, je commence à me prendre un peu plus au sérieux parce que j'ai vraiment envie de faire une histoire super sur cette période. Mais voilà, j'étais un peu légère sur la Russie. Je pense que c'est ça c'est très visuel, hein, pour le coup. Je pense que quand on regarde Metropolis, on est clairement dans un délire de la sorte. Je déteste ce film, hein. Je pense que c'est un film terrible, mais par contre, visuellement, c'est un chef-d'œuvre. Et je pense que à cette époque, quand on regarde l'art de cette époque, l'art contemporain, bon, bah, on est clairement dans ce genre de choses. Donc, moi, ce côté un peu voilà, machine, dans du brouillard noir avec des lumières crues, bon, c'est tout simplement ça, hein. Après, ça fait sens parce que bon, bah, les bolcheviks étaient obsédés par le fait d'éradiquer le passé, de dire que la machine va tous les sauver, ce qui est finalement le cas de ce qui se passe aujourd'hui en Amérique. Donc, ça change. Moi, c'est ça que j'ai voulu montrer comme parallèle, c'est que finalement, ils pensent que le problème, c'est pas le problème, mais le problème, c'est la solution. Ils sont c'est de la folie, on y est toujours, hein. Donc,
c'est pas très compliqué de se dire que voilà, le golem doit être fait de machines, du coup, parce que ça représente un instrument de mort. Et en même temps, il est rendu vivant en mode Frankenstein par une Baba Yaga qui représente le passé. Donc en fait, il représente un peu tout. Et c'est un peu les dieux ou la nature qui se vengent, quoi. Oui, c'est ça. Et puis les Russes, c'est des gens qui ont pas de, comment dirais-je, qui sont à l'aise avec le côté très hardcore de la nature, quoi. Ils vivent quand même dans un pays vraiment difficile à vivre. Ils en ont bavé beaucoup plus que nous en termes juste de mode de vie. Pour eux, c'est pas très, voilà. Et je pense que ce côté vraiment très hard, c'est quelque chose voilà, qui m'a inspirée. Le côté sans merci voilà, des dieux, de la nature. Voilà, quand on lit les mythes, j'ai lu beaucoup, quand même, vous me demandiez ce que j'avais lu, j'ai lu beaucoup de mythologie russe. Je pense que ça m'a quand même bien inspiré. Et puis la littérature russe, quand même, Tolstoï, Gogol, tous ces gens-là, enfin, je pense que ça met vraiment dans l'ambiance pour raconter une telle histoire. Ça, c'est vraiment bah, via les films expressionnistes et constructivistes. Quand on regarde Eisenstein, quand on regarde Murnau, n'importe quel film noir et blanc des années 30, 40, 50. Voilà, je pense que j'ai un regard enfin, de réalisatrice de cinéma. Donc, effectivement, j'ai voulu faire des couleurs qui ressemblaient à du cinéma. Et en même temps, j'ai mon style un peu d'anime japonais. Et en même temps, voilà. Et j'adore la BD, donc j'ai un petit style un peu franco-belge. Donc c'est un peu un mélange de tout ça. Il me semble que j'ai essayé d'adapter les couleurs et l'ambiance. Je pense que je suis pas peintre. Je suis pas une grande peintre. Voilà, je sais pas peindre. Par contre, je pense que je suis bonne. Je suis assez bonne pour ambiancer une image. Et donc, je sais trouver la bonne ambiance. Donc voilà, j'avais une idée en tête, retranscrire les photos de cette époque, les vieilles photos, les vieux films, et je pense que j'ai essayé de bien retranscrire ça de manière simple et efficace. Et aussi parce que j'avais pas le temps de faire dans le détail, donc j'ai fait des choses assez simples, effectivement, noir et blanc avec une ou deux couleurs. Et finalement, ça correspond très très bien à cette ambiance-là, à ce qui se passait dans les films en noir et blanc. Donc, j'ai essayé d'arranger les besoins et la direction artistique. C'est beaucoup plus ils se sont en fait c'est beaucoup plus entre Yuri et Nadia et c'est l'histoire de Nadia qui en fait c'est Yuri et Nadia confrontés à la nature qui se reconnectent vis-à-vis d'eux-mêmes et des autres. Ils rencontrent une famille de locaux. C'est Dersu Uzala, quoi. Je sais pas si vous connaissez ce film de Kurosawa qui est incroyable. Et voilà, c'est Dersu Uzala. Donc c'est une vraie question sur comment se situer entre la nature et la civilisation. Voilà, il y aura quand même le golem, il y aura quand même. Et c'est aussi une descente aux enfers de Nikita, l'antagoniste. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses. Il y a beaucoup de révélations également. Euh, voilà. Je pense qu'explorer cette histoire-là et la chute de la démocratie athénienne, c'est quand même ça que j'ai envie d'expliquer. C'est ça le risque. Ça peut vraiment éclairer. Déjà, moi, ça va m'éclairer. Et puis, ça peut peut-être questionner les gens. Et au lieu ils se basent sur des bons sentiments et de la morale en se disant oui, il faudrait sauver le monde. Oui, non, mais ça n'a rien à voir. Donc, et je voudrais expliquer ces contradictions-là, c'est-à-dire, on a tous des bonnes intentions, moi la première, hein. Mais c'est vrai que, et moi je suis beaucoup plus de tendance anarchiste dans mon cœur, donc vraiment, voilà. Mais effectivement, ce bouquin-là est complètement dingue et en fait,
on se dit toujours, les mythes grecs, c'est génial. Alors, c'est génial, il n'y a pas de débat. Mais en fait, personne n'a vraiment étudié la guerre nico-péloponnèse et l'histoire grecque, à part les historiens ou vous, vous voyez, des gens passionnés comme vous, mais c'est pas hyper répandu finalement. Et c'est une histoire qui a beaucoup plus d'impact quand on la lit que les mythes grecs pour moi. Peut-être aujourd'hui, peut-être que ça a du sens aujourd'hui, peut-être c'est pour ça que je l'estime ainsi, mais bon. Voilà. Ce qui me fascine, c'est par exemple quand j'ai découvert, alors j'ai découvert, hein, je sais que vous allez trouver ça normal, mais moi je ne savais pas que la démocratie athénienne était née avec les esclaves dedans, enfin, et que bon, je parlais d'énergie et de ressources, vous voyez, c'est le genre de choses que j'ai envie d'expliquer. Pas forcément avec un œil anachronique, pas du tout même, mais j'ai simplement envie de le montrer, comme quand on regarde la série Rome. Où on nous compare pas avec aujourd'hui, on dit simplement c'était comme ça. Donc voilà, ça éclaire simplement par le contraste et les similitudes et ça peut questionner, c'est-à-dire la démocratie, il parle de liberté dans le film 300, mais il parle pas des cinq esclaves par soldat qu'il y avait autour. Et là, c'est quand même là, c'est grave. Et moi, justement, j'ai envie de montrer les contradictions, c'est-à-dire de montrer des gens qui parlent de liberté, qui se battent pour eux-mêmes, nanana, et en même temps, ils ont des esclaves, il n'y a pas de problème. Les plus grands philosophes de tous les temps, Aristote et Platon et Socrate, justifiaient l'esclavage. Donc, est-ce que c'est donc la nécessité qui fait le storytelling? Or, moi, je suis une storyteller, je raconte des histoires, donc euh, j'essaye aussi de débunker, c'est-à-dire de me piéger moi-même. Qu'est-ce qui est légitime de raconter ou pas, quoi. Et finalement, dans ce monde qui est un peu en train de s'écrouler à long terme, on va dire, je crois pas à l'apocalypse hein, ni rien, mais je veux dire, on est en train de, voilà, ça va être difficile, quoi. Et ben voilà, je sais qu'on a utilisé les raconteurs d'histoire comme des moyens de légitimer notre expansion, de légitimer nos actes. Moi, j'ai plus rien à raconter depuis que j'ai compris ça à cause de tout ce qui se passe. Et je me dis, la seule chose à faire, c'est d'essayer d'éclairer les gens avec un peu de trucs que je comprends moi-même en tant qu'historienne amateur. Donc, c'est vraiment même pas. Voilà, mais voilà, c'est un peu, c'est la seule chose que j'ai l'impression qui doit être racontée finalement, quoi.